Bon, aujourd'hui, on va parler télescope automatique. C'est pas la première fois, loin de là, puisque c'est la 4e vidéo que je fais sur le sujet. Aujourd'hui, on va parler optique, on va parler technique d'astrophoto, on va parler des couleurs des objets du ciel, et comme les fois précédentes, on va commencer par un petit point conflit d'intérêts, histoire que vous allumiez votre scepticomètre et que vous le régliez tout juste sur le bon niveau. Donc, version courte. Cette vidéo est sponsorisée par Unistellar et bénéficiait de 20% de réduction sur leur gamme de télescopes automatiques avec leur offre du moment via le lien qui se trouve en description. Et 20% c'est pas mal. Voilà, ça c'était la version courte. Pour ceux qui s'en foutent et veulent juste voir le test de l'Odyssée de chez Unistellar, vous pouvez cliquer sur le timecode qui vous emmènera au début du test. Et je rappelle au passage que dans chacune de mes vidéos, il y a un timecode pour zapper la sponsor pour ceux que ça saoule, et que ça prend moins de temps de cliquer dessus que de rédiger un commentaire pour râler que les sponsors sont trop longues. Donc, comme les fois précédentes, cette vidéo est un placement de produit, mais selon des conditions plus compliquées que juste une marque qui me file un chèque pour faire un sponsor. Ça fait des années maintenant que j'ai un contact relativement étroit avec Unistellar, les fabricants de l'Iviscope. Il se trouve, et c'est pas un secret, que Yann a bossé dans la boîte, et c'est évidemment par son entremise que je me suis retrouvé en lien direct avec eux. C'est comme ça que j'avais négocié mon Iviscope, et je vous ai déjà raconté ça dans la vidéo sur l'Iviscope. Et c'est comme ça aussi que cet été, Laurent, le taulier, m'a demandé si je pouvais parler de leur Kickstarter sur des jumelles à réalité augmentée. Et là aussi, je vous avais expliqué que j'étais personnellement hypé par ces jumelles et que là où maintenant tout le monde fait des scopes qui font à peu près la même chose, Unistellar arrivait avec un nouveau produit qui est, je trouve, une bouffée d'air frais. Donc évidemment, Unistellar me proposait une commission sur chaque vente, je vous l'avais clairement dit, mais ce que je vous avais pas dit, parce que je le savais pas encore, c'est que le montant des commissions allait couvrir le prix d'une paire de jumelles. Donc j'ai choisi les jumelles. Voilà, donc pour que vous compreniez bien, pour ce genre de produit, si j'ai le choix entre le produit et la somme d'argent équivalente, je prends plutôt le produit. Et puisque cette campagne s'est bien passée pour Unistellar, Laurent, le taulier, m'a demandé si j'étais intéressé pour faire un test de leur nouveau scope. Donc, je lui ai dit d'envoyer un scope, de me faire un lien pour la description avec une réduction et une commission sur les ventes, et le montant des commissions sera déduit du prix de mon scope. Donc, histoire d'être bien clair, pour cette vidéo, la proposition vient d'Unistellar, mais j'ai refusé le prêt du scope en échange d'une com, parce que j'ai préféré déduire les coms du prix du scope que j'achète. Donc maintenant vous savez que oui, j'ai un intérêt à faire cette vidéo, bien sûr, mais il ne consiste pas à dire aveuglément du bien d'un truc parce que j'ai été payé pour. On est tous ok là-dessus ? Ah non, attendez, il y a encore un mec qui est en train d'écrire un commentaire disant que je suis un homme sandwich. Tu peux te dépêcher, non, parce qu'il faut que je commence la vidéo, c'est... T'as fait une faute à sandwich, c'est bon ? Bon, de toute façon, bon ou pas, j'y vais. Bien, donc aujourd'hui, on va jeter un œil au dernier né de la gamme Unistellar, j'ai nommé le télescope Odyssée. Je vous ai déjà longuement parlé de son grand frère, l'Iviscope, et plus précisément l'Iviscope 2. Je vais évidemment pas revenir en détail sur tout ce que j'ai déjà dit, la vidéo qui lui est dédiée est toujours disponible, et ce que j'y ai dit est toujours valable, je vous invite donc à aller la voir si ça vous intéresse. Mais on va quand même revenir sur quelques trucs. Le premier, c'est la nature même du bestiau. Depuis quelques années, arrivent sur le marché des appareils astronomiques entièrement automatiques. On a beau souvent tous les appeler des télescopes parce qu'en anglais on fait pas la différence, Unistellar fait partie des marques qui en fabriquent et eux se sont spécialisés dans les télescopes, les autres marques commercialisant des lunettes. En bref, une lunette c'est fait avec des lentilles et un télescope avec des miroirs. Un miroir étant moins cher à produire, Unistellar peut se fendre de vendre la plus grande optique automatique du marché avec l'Iviscope et son miroir de 115 mm. Et on va voir qu'en astronomie, la taille, ça compte. Je vois bien régulièrement que des gens ne saisissent pas l'intérêt de télescopes automatiques. Je parle pas des gens qui disent simplement que c'est pas fait pour eux, non. Tous les goûts sont dans la nature. Non, moi je parle de ceux qui parlent sans savoir, ou des gatekeepers qui disent que c'est pas de la vraie astronomie.
Je vais vous expliquer dans un instant ce qu'est un gatekeeper, mais d'abord on va juste faire un petit point sur ce qu'on voit dans un télescope pour mettre tout le monde, y compris ceux qui n'ont jamais regardé dedans, sur un pied d'égalité. Ça, c'est une photo de M42, la grande nébuleuse d'Orion. Si vous pouviez la voir aussi lumineuse que ça dans le ciel, elle ferait 4 fois la taille d'une pleine lune. Sauf que ça, c'est une photo. Et si j'en crois son auteur, il lui a fallu plus de 12 heures de pause réparties sur 4 nuits pour la réaliser. Voici maintenant comment elle apparaît dans un télescope de 150 mm optique, c'est-à-dire quand vous regardez directement dedans. Plus vous allez l'observer dans un gros scope, plus vous distinguerez de détails, parce qu'un télescope est un entonnoir à lumière. Donc, pour la faire très simple, plus votre entonnoir est large, plus il renvoie de lumière dans votre œil. Mais, si vous pouvez espérer distinguer une légère teinte verte, même dans un gros Dobson, n'en attendez pas plus. Tout simplement parce que les objets du ciel profond sont si ténus que leur lumière ne parvient à stimuler que les bâtonnets de votre rétine. Les cônes, sensibles à la couleur, ne reçoivent juste pas assez de photons pour envoyer le moindre signal à votre cerveau. Donc vous avez l'habitude de voir ce genre d'image sur internet, et c'est tout à fait réel, hein, mais il a fallu 12 heures pour capter les photons nécessaires pour faire cette image. Votre œil, lui, même derrière un gros télescope, ne s'en sortira qu'en vous montrant de vagues taches grises. Alors autant un astronome passionné s'en satisfera pleinement, autant le grand public qui a l'habitude de voir des photos, ça va lui plaire de voir ça en direct quand on lui propose de regarder, mais bon, 5 minutes quoi. Et très vite, pour lui, les nébuleuses vont se ressembler. Ce qui a le plus de succès lors de soirées astro, ce sont les planètes et la Lune. La Lune est déjà très accessible aux jumelles, mais ça, c'est une image de Jupiter réalisée après traitement des images d'une vidéo faite sur un télescope à 20 000 €. Dans un télescope de 2 mètres, elle apparaît comme ça. Et dans une paire de jumelles, comme ça. Donc là encore, hein, moi je m'en lasse pas. Mais si vous vous attendez à ça, vous êtes très vite déçu. Et encore, ça c'est quand on vous les montre, c'est-à-dire que l'astronome pointe l'objet dans le ciel et que vous vous contentez de regarder. Mais chercher une nébuleuse dans le ciel quand on vous a jamais montré comment faire, c'est pas évident. Et si l'objet que vous cherchez est particulièrement ténu, vous pouvez passer 10 minutes à tourner autour sans le voir. Donc l'astronomie, c'est vachement bien. Mais il faut être préparé psychologiquement à ce que ce soit nettement moins impressionnant que ça ou ça, et qu'il va falloir installer potentiellement plusieurs dizaines de kilos de matos pendant de longues minutes, et potentiellement dans le froid. Ouais, parce que si la nuit des étoiles c'est en été, c'est juste parce que c'est plus facile de garder les gens dehors une nuit entière quand il suffit d'un petit gilet pour être confortable. Mais la meilleure saison pour l'astronomie, c'est l'hiver. C'est là que le ciel est le plus noir, le plus stable et les nuits les plus longues. Allez-y, organisez une nuit des étoiles en janvier. L'affluence va pas être la même. Bref, l'astronomie, c'est tout un tas de contraintes dont les scopes automatiques proposent de se débarrasser. Plutôt que de passer de longues minutes dans le froid à installer du matos, tous les scopes automatiques du marché sont en place en 2 minutes montre en main. Ils possèdent une connexion Wi-Fi qui vous permet de les installer dans votre jardin et observer depuis votre tablette ou votre téléphone bien au chaud de l'autre côté de la fenêtre. Par un système d'astrométrie et moyennant juste une mise à niveau de leur trépied avec un niveau à bulles intégré, ils se repèrent tout seuls dans le ciel et pointent automatiquement ce que vous voulez voir. Ensuite, par une technique d'empilement des images tout à fait similaire aux techniques d'astrophoto, ils débutent une prise de vue de l'objet visé et les minutes passant, le dit objet devient de plus en plus net et défini. Donc c'est pas si mal. Mais maintenant, parlons du gatekeeping. Le gatekeeping, littéralement garder la porte en anglais, c'est un peu comme si l'astronomie était une boîte de nuit et qu'à l'entrée, le vigile vous disait que vous pouvez pas rentrer parce que vous faites pas de la vraie astronomie. Le gatekeeping, c'est typiquement ce qui s'est passé avec l'ascension de l'Everest par Inoxtag. Alors, bon, on aime ou on n'aime pas, hein. Mais ce qui a été très mesquin de la part de beaucoup de monde, y compris de la part de grands alpinistes, c'était de rager en disant qu'Inoxtag il avait aucun mérite, que c'est trop facile et que c'est pas du vrai alpinisme et que eux, quand ils l'ont fait il y a 30 ans, c'était vachement plus dur, donc eux ils ont du mérite, hein, mais pas lui. Un gatekeeper, c'est quelqu'un qui considère qu'une discipline doit être réservée à une élite et que si trop de monde la pratique, ça devient mainstream, et si c'est mainstream, tout le mérite qu'il avait avant s'envole.
Oui, le gatekeeper peut prétendre ce qu'il veut, ce qui l'emmerde, c'est de ne plus être exceptionnel si beaucoup d'autres font comme lui. Mais les choses évoluent. Vous imaginez si Christophe Colomb rageait en vous voyant traverser l'Atlantique en 8 heures en avion, en disant que lui, de son temps, au moins il avait du mérite, hein. Non. Il y a les pionniers, ceux qui ouvrent la voie, et tous ceux qui l'empruntent ensuite et la rendent plus praticable. Il y a quelques années, un bon paquet maintenant, en astronomie, est apparu le système GOTO. Moyennant le pointage manuel de 2 étoiles très lumineuses, le télescope était capable de déterminer son orientation et de s'orienter ensuite vers n'importe quel objet, automatiquement. Tous les gatekeepers ont ragé en disant que c'était pas de la vraie astronomie, hein, parce que eux au moins, ils connaissent leur ciel et ils savent se repérer sans aide. Hein. Aujourd'hui, ils utilisent tous le GOTO. Maintenant, l'étape suivante, c'est l'astrométrie et le visuel assisté automatique. Et les gatekeepers ragent. Donc, si vous êtes un astronome aguerri et que vous voulez pas bénéficier de nouvelles avancées technologiques, très bien, mais foutez la paix aux autres. Ça vous viendrait pas à l'idée de rager après une bagnole qui a une assistance au freinage en disant que c'est pas de la vraie conduite. J'en ai déjà beaucoup parlé aussi, mais il existe un vrai plaisir dans le fait de tout faire soi-même, manuellement. Soit, mais c'est encore pas une raison pour rager sur les autres. D'autant que, on va le voir, il existe une vraie grosse différence entre un télescope automatique en visuel assisté et une astrophoto faite à la sueur de son front. En astronomie, c'est pas compliqué. Plus vous voulez voir des choses difficiles à observer et plus vous voulez réaliser de belles images, plus il va falloir investir votre temps et votre argent. Avec une simple paire de jumelles, Orion, elle ressemble à ça. Et vous n'avez pas de photo. A l'opposé, si vous investissez plusieurs milliers d'euros, des nuits entières à l'extérieur, puis des week-ends de traitement d'images, vous arriverez à ce genre de résultat. Mais vous ferez une image dans la semaine et en y ayant passé vos nuits. Les scopes automatiques, c'est un entre-deux. Le résultat est meilleur que dans des jumelles, vous avez une photo que vous pouvez conserver, mais on est largement en dessous des 4 nuits de pause. Niveau prix, c'est pareil. On est entre deux. C'est plus cher qu'une paire de jumelles, mais moins cher qu'un gros setup d'astrophoto. Alors attention, dans le domaine des scopes assistés, le haut de gamme va chercher dans les 4000 balles. Et quand on annonce ce tarif, la réaction de beaucoup de gens, c'est se dire soit que c'est indécemment cher, soit que pour le même prix, ils se font un setup d'astrophoto. Alors, non et non. D'abord, 4000 balles, c'est une grosse somme d'argent. Et j'entends parfaitement que c'est hors de prix pour tout un tas de gens. Mais si votre passion, c'est la pêche à la carpe, la moto, le piano, le gaming, ou n'importe quoi du genre, 4000 balles, ça peut vite être dépensé. Soit dit en passant, la lunette qui a servi à faire cette photo, à elle toute seule, fait 2 fois le prix de l'Iviscope. Et ensuite, oui, pour 4000 balles, on se fait un setup astrophoto. Mais pour espérer faire des photos de ce style, vous allez aussi devoir investir votre temps en passant vos nuits dehors. Le scope automatique en comparaison, il ne vous donne peut-être que ça, mais ça, il l'a fait en quelques minutes, sans intervention de votre part, et une fois que c'est fait, en 30 secondes, vous pouvez vous lancer sur l'objet suivant. Un scope automatique, ça fait pas d'astrophoto, ça fait du visuel assisté. L'idée, c'est d'avoir rapidement un meilleur résultat qu'avec un scope optique et sans se faire chier. Donc, si vous préférez faire de l'astrophoto, soit. Si vous préférez faire de l'optique à pas cher avec des jumelles ou une petite lunette, soit. Mais il existe cet entre-deux, et personne vous oblige à acheter. Bon, maintenant que j'espère que c'est clair, on va parler de l'Odyssée de chez Unistellar. Et pour parler de l'Odyssée, on va parler de l'Iviscope et du Seestar. Oui, je vais parler de la concurrence dans une vidéo dédiée à l'Odyssée. Je fais ce que je veux. Et je le fais surtout pour 2 raisons. La première, c'est parce que j'ai les 3 sous la main. La deuxième, c'est parce que ces scopes sont constamment comparés par les gens, et bien souvent avec de mauvais arguments. Donc on va les mettre côte à côte, on va regarder, on va comparer, et je vous laisserai vous faire votre propre avis sur la question. Et pour ça, il faut qu'on sache quoi regarder. Donc il va encore falloir mettre tout le monde sur un pied d'égalité. Un télescope, une lunette ou n'importe quel outil optique est un instrument qui sert à manipuler la lumière.
La lumière se déplace en ligne droite, mais un outil optique sert à infléchir sa trajectoire et ce faisant, on arrive à faire des trucs aussi cool que rendre un objet visuellement plus lumineux ou plus gros. Mais le problème, c'est que la lumière se comporte comme une onde, et elle ne se laisse pas simplement rediriger dans une quelconque direction sans faire quelques facéties au passage. Et la plus emmerdante d'entre elles est la diffraction. Imaginons que vous souhaitiez faire passer de la lumière par un trou minuscule. Si vous placez un écran derrière ce trou, vous ne verrez pas un simple point. Ça, c'est ce qu'on verrait si la lumière se comportait comme un faisceau de particules se déplaçant en ligne droite. À la place, on voit une tache floue, parce que la lumière se comporte comme une onde. Plus votre trou est petit, plus la diffraction est importante, et inversement. Et ça va avoir une conséquence très directe sur tous les instruments d'observation astronomique. Plus ils sont petits, plus la diffraction est forte. La taille d'un instrument optique ne détermine pas sa capacité de grossissement. Vous pouvez tout à fait obtenir un grossissement de 2000 fois avec un télescope jouet. Mais vous n'y verrez rien, parce qu'à cause de ce phénomène de diffraction, ce que vous observerez aura toujours ce que l'on va appeler basiquement un certain niveau de flou. Voilà, imaginons, nous avons Jupiter. Votre télescope, de par sa diffraction, va vous donner un niveau de flou. Ensuite, vous pouvez toujours grossir ou rétrécir votre image, ça ne changera rien au niveau de flou. Ce flou peut aussi être causé par une atmosphère turbulente, une optique sale ou de mauvaise qualité, mais même avec une optique absolument parfaite, à cause de la diffraction de la lumière, vous aurez toujours un certain niveau de flou. Et à ce moment-là, pour augmenter la netteté de votre image, vous ne pouvez faire qu'une seule chose. Augmenter le diamètre de votre optique. C'est pour ça que les télescopes des chercheurs sont aussi gros. C'est pas un concours de bits. Enfin, peut-être un peu. Mais c'est surtout que pour voir plus de détails, il faut des télescopes plus gros. C'est littéralement les lois de la physique qui veulent ça. Bon, maintenant que tout le monde a cette base, je vais maintenant vous dire ce que m'a dit Laurent de chez Unistellar. Quand on a convenu de faire cette vidéo sur l'Odyssée, il m'a fait part d'une crainte. C'est que partout en commentaire, les gens bâchent l'Odyssée en disant qu'il est trop cher et que pour un tiers du prix, ils peuvent avoir le Seastar. Donc je lui ai dit que le plus simple là-dessus, c'était d'être clair. Oui, le Seastar coûte 3 fois moins d'argent. Mais rappelez-vous ce que je disais déjà quand je l'ai testé. Le Seastar est plus petit. Une lentille de 50 mm et une focale de 250 mm, c'est beaucoup plus petit que les 115 mm de miroir et les 500 mm de focale de l'Iviscope, par exemple. Donc, j'en avais déjà parlé, même si son optique est franchement irréprochable, la petite taille optique de l'engin a une conséquence inévitable et voulue par les lois de la physique. Sa résolution est moindre. En gros, à grossissement égal, vous aurez moins de détails sur un objet. Jusqu'à maintenant, on a vu que, dans votre pratique de l'astronomie, vous placez le curseur où bon vous semble. Vous pouvez décider de ne pas dépenser d'argent et de ne pas vous faire chier, en ayant de petits résultats, de dépenser beaucoup d'argent et de vous compliquer la vie pour des résultats de ouf, ou de choisir un entre-deux. Eh bien, même dans cet entre-deux, vous pouvez encore placer le curseur où bon vous semble. Vous pouvez dépenser plus d'argent pour voir plus d'objets mieux résolus, ou en dépenser moins, mais pour voir moins de choses, moins bien. Donc est-ce que le Seastar vaut l'Odyssée pour 3 fois moins cher ? Clairement pas. Et pour s'en rendre compte, j'ai pris les 3 télescopes dont je dispose, et je leur ai fait imager les mêmes objets en même temps pour constater les différences. Et spoiler, pour moi le choix est beaucoup plus difficile à faire entre l'Iviscope et l'Odyssée qu'entre l'Odyssée et l'Iviscope. On va y aller crescendo et on va commencer par un détail qui n'en est pas forcément un. Sur le marché, les télescopes Unistellar sont aussi les seuls à vous proposer de regarder directement dans l'appareil. Alors, c'est parfaitement dispensable, mais ça ajoute une dimension sociale non négligeable à ces engins. Quand je le sors en public, mon télescope, oui, je sais, j'ai déjà fait cette blague, ça finit toujours en présentation improvisée et je me mets à raconter plein de choses aux gens qui se mettent à faire la queue pour regarder dedans. Parce que c'est ancré dans l'esprit des gens, un télescope, faut regarder dedans. Ça donne à la fois un côté interactif, puis il y a la surprise de ce qu'ils voient, avec du monde autour, l'œilleton c'est pas mal. Et en même temps, c'est pas mal non plus, en parallèle, de pouvoir présenter l'objet à plusieurs personnes en même temps sur l'écran d'une tablette.
Mais ces œilletons ont un prix. L'Iviscope comme l'Odyssée existe en version avec et sans, et si vous trouvez que 4000 balles c'est hors budget et que vous voulez faire une économie substantielle, les versions sans œilleton coûtent presque 2 fois moins d'argent. Alors encore une fois, je dis pas qu'il y a une grande vérité là-dessus. Juste que c'est à vous de voir. Je devais tester la version Odyssey Pro avec l'œilleton, malheureusement le scope m'a été envoyé par le stagiaire. Et tu te moques pas des stagiaires, tu fources l'écre. Le fait est qu'à la place d'un Odyssey Pro et d'un sac pour l'Odyssey Pro, j'ai reçu un Odyssey pas Pro et un sac pour Iviscope. Donc j'ai renvoyé le sac, mais comme on était déjà serré pour les délais de publication de la vidéo, j'ai décidé de faire le test avec l'Odyssey et on verra plus tard pour la version Pro. Ouais, parce que j'ai fait mes tests sur un délai d'un peu plus de 2 semaines et... les gars, quand vous voulez me faire tester des scopes, ça vous dirait pas de me le faire tester en été un jour? C'est ma 4e vidéo sur un scope automatique et à chaque fois, j'ai dû slalomer entre les nuages pour réussir à faire des images. Donc, depuis que je l'ai, j'ai pu compter les nuits dégagées sur les doigts d'une main. J'ai fait mon possible pour faire un maximum d'images pour la comparaison, mais forcément, j'ai pas pu en faire des centaines. D'autant que j'ai dû me battre avec plusieurs choses dont on va parler. Reprenons donc dans l'ordre. Nous avons le Seastar, 700 €, 50 mm de diamètre, l'Iviscope, 4500 € et 115 mm de diamètre, et entre les deux, l'Odyssey, 2300 € et 80 mm de diamètre. En termes de portabilité, l'Iviscope est très pratique avec ses 11 kg trépied inclus. Rangé dans son sac, dans lequel vous avez en plus la place de ranger des accessoires, il vous accompagne sans trop de difficultés dans le coffre d'une voiture. On est sur du matos nettement plus pratique à installer qu'un télescope classique avec sa monture. Le Seastar, avec ses 2,5 kg, est forcément beaucoup plus portable. L'Odyssey se place entre les deux, avec 6,5 kg trépied inclus. Il est plus gros que le Seastar, tout en étant nettement plus petit que l'Iviscope. Son trépied est un peu moins haut que celui de son grand frère, et il est fait de 4 sections au lieu de 3, et donc plus petit aussi une fois replié. De fait, il tient tout entier dans un sac suffisamment petit pour passer en tant que bagage cabine dans un avion. Ouais, parce que j'en ai déjà parlé, jamais je confie un tel matos de précision à des bagagistes peu scrupuleux. C'est mort. Ensuite, si j'ai dit que l'Iviscope est son grand frère, c'est parce qu'il est plus grand, mais aussi parce que l'Odyssey est le petit dernier, apportant ainsi quelques ajouts bienvenus. Commençons par le moindre d'entre eux, mais que j'apprécie quand même. J'avais dit dans mes précédents tests que si on se sert de ces scopes de jour pour observer le paysage, ou un astre diurne comme la Lune, le Soleil ou Vénus, le pointage pouvait être ardu parce qu'ils n'ont pas d'organe de visée. Les dernières mises à jour permettent au scope unistellar de pointer des astres diurnes, comme le fait le Seastar, mais pour le paysage ou un quelconque pointage manuel, ils sont tous logés à la même enseigne. Mais l'Odyssey possède un guidon et un cran de mire. Exactement comme un flingue. C'est un détail, mais c'est très appréciable, y compris de nuit, à partir du moment où vous réalisez un pointage manuel. Là où le Seastar n'a pas de protection sur sa lentille et où l'Iviscope a un bouchon coincé physiquement, l'Odyssey a un bouchon et des accessoires aimantés. Et ça tient très bien. Mais surtout, là où l'Iviscope possède une mise au point manuelle, l'Odyssey est maintenant équipé d'un autofocus. Si vous observez directement à côté de votre scope, la mise au point manuelle n'est en rien dérangeante. Sur l'Iviscope, c'est une grosse molette à tourner à l'arrière de l'engin. Mais si vous voulez le laisser se peler les miches à l'extérieur pendant que vous êtes au chaud chez vous, ça implique de ressortir de temps à autre et de refaire le point quand la température change ou que vous passez du planétaire au ciel profond. Et faire le point à distance, je dois dire que c'est un confort non négligeable, d'autant moins que l'autofocus de l'Odyssey est redoutablement bon. Côté application, l'Odyssey et l'Iviscope utilisent bien évidemment la même, l'appli Unistellar, qui a eu droit à une remise à neuf. Rappelez-vous, je vous disais précédemment, toutes marques confondues, que j'aurais apprécié une appli qui fonctionne un peu comme un album Panini, c'est-à-dire qu'on ne voit pas d'aperçu des objets qu'on va observer, mais une fois qu'on en a fait une image, on peut s'en servir comme aperçu et compléter ainsi l'appli petit à petit, ce qui motive à la fois à faire des images toujours mieux résolues et à observer un maximum d'objets. Bah chez Unistellar, ils l'ont fait. Dans les paramètres, vous allez dans Laboratoire, vous activez l'option, et les objets déjà observés apparaissent au milieu des silhouettes des objets encore à découvrir. Bon, mais maintenant il est temps de rentrer dans le vif du sujet. Sortons les 3 scopes et observons. Côté installation, les 3 se valent. En moins de 2 minutes, ils sont opérationnels. Petite différence, là où l'appli Seastar me demande d'aller chercher le réseau Wi-Fi du scope avant de la lancer, l'appli Unistellar est capable de prendre la main sur le Wi-Fi et de se connecter directement au scope. Elle peut même vous en montrer plusieurs si plusieurs sont détectables. Bon, c'est un détail.
N'ayant pas de filtre solaire pour l'Eevee-Scope sous la main, je n'ai pu mettre côte à côte que l'Odyssey et le Seastar. Alors, petite précision, cette vidéo exceptionnellement est en 4K, parce qu'à partir de maintenant, je vais vous mettre côte à côte les images des différents télescopes à la même échelle et surtout à l'échelle de la vidéo. Ils ont des définitions différentes, c'est-à-dire un nombre de pixels par image différent, parce que leurs capteurs ne sont pas les mêmes, et des résolutions différentes, c'est-à-dire des capacités à voir des détails qui ne sont pas les mêmes non plus, à cause de leur diamètre différent. Donc voici l'image du Soleil par le Seastar, et voici celle de l'Odyssée. Côté empilement, sur le Soleil ou la Lune, le Seastar n'en fait pas. Mais l'Odyssée filme et se sert des infimes variations sur chaque image pour augmenter la résolution globale. Alors c'est, soit dit en passant, le traitement classique qui est fait en imagerie planétaire. Et il en est donc de même pour la Lune. Là vous avez côte à côte les images du Seastar et de l'Odyssée à la même échelle, c'est-à-dire un pixel d'image pour un pixel de vidéo, histoire de constater la différence de définition. Et maintenant, je vous les mets en plein écran et en vous les superposant pour que vous puissiez constater la différence de résolution. Donc, le Seastar et l'Odyssée. Bon, mais là où les scopes de ces dimensions sont en difficulté, c'est sur le planétaire, parce que ces objets sont particulièrement petits et donc particulièrement difficiles à résoudre. Pour ça, l'Odyssée embarque un capteur avec des photosites plus petits que l'Eevee-Scope et compte sur l'empilement des images pour résoudre des détails. Voici donc Jupiter dans l'Eevee-Scope, la voici dans l'Odyssée et la voici dans le Seastar. Voici Saturne dans l'Odyssée et la voici dans le Seastar. Ah oui, au fait, on voit très peu les anneaux, c'est normal, on est proche de l'équinoxe sur Saturne, donc on voit les anneaux par la tranche, j'y peux rien. Donc oui, pour 3 fois moins cher, vous avez un Seastar. Mais ceux qui disent qu'ils ont l'équivalent de l'Odyssée pour 3 fois moins cher, vous avez pas écouté ce que j'avais dit lors de mon test. Et donc, le Seastar est plus petit que les concurrents, sa résolution est moindre, et c'est comme ça. C'est le truc à garder en tête. Bon, maintenant il est temps d'aller faire un peu de ciel profond. Et là, avec les 3 scopes de front, j'ai constaté un truc dont je m'étais déjà rendu compte dans mon test sur le Seastar et dont je vous avais déjà parlé, mais qui m'a paru d'autant plus flagrant quand les 3 fonctionnaient en même temps. Ces scopes fonctionnent par empilement des images. Ils font une photo pendant quelques secondes, puis une autre, et encore une autre, et en font la moyenne. Bon, vous savez quoi ? Arrêtons-nous 2 minutes là-dessus. Petit cours d'astrophoto pour les nuls. Quand vous faites une photo numérique, n'importe quelle photo numérique, vous avez 2 choses sur votre capteur. Le signal, qui est la lumière qui vient du sujet que vous photographiez, et le bruit, qui est un signal parasite qui ne vient pas de votre sujet, mais du capteur lui-même. Mais il est impossible de différencier les deux à l'enregistrement. Quand vous enregistrez votre image, vous avez le signal et le bruit qui sont mélangés. Quand votre signal est fort, par exemple en pleine journée, le bruit est même pas discernable. Mais si vous faites une photo dans l'obscurité, le signal, c'est-à-dire le nombre de photons qui viennent taper votre capteur, est faible. Le bruit, lui, il change pas. Mais comme votre image est sombre, vous devez l'éclaircir, et là, malheureusement, en augmentant artificiellement le signal, vous emmenez aussi le bruit, qui devient beaucoup plus difficile à ignorer. Maintenant, imaginez. Vous photographiez un truc tellement ténu, avec un signal tellement faible que vous n'arrivez pas à le différencier du bruit. Et ben ça, jeunes gens, ça s'appelle l'astrophoto. Bon, évidemment, je simplifie à mort pour rendre le truc rapidement compréhensible. Donc les spécialistes, pas la peine de me dire que c'est pas exactement ça, je sais et on s'en fout. Bref, vous avez un signal perdu dans le bruit. Comment l'en extirper ? Eh ben, vous allez multiplier les pauses. Pourquoi ? Parce que votre objet, face au télescope, il ne change pas lui. Donc le signal reste le même d'une image à l'autre. Par contre, le bruit est aléatoire. Et comme d'une image à l'autre, il change, en empilant les images et en faisant la moyenne, le signal reste le même, mais votre bruit va se lisser. Le problème, c'est que votre bruit, il a une valeur, aussi aléatoire soit-elle, et la moyenne de ça, c'est pas 0. Donc en résumé, maintenant vous avez un signal, et un espèce de fond gris, mais pas du noir. Donc vous allez aussi faire ce que l'on appelle des darks.
Grosso merdo, ce sont les mêmes images, mais avec le capuchon sur le télescope. Comme ça, vous n'avez que le bruit. Vous faites la moyenne de ça, et vous la soustrayez à votre image. Et voilà, vous avez gardé votre signal, et vous avez viré le bruit. Le bruit change en fonction des conditions de prise de vue, que ce soit la température, le temps de pause, etc. Donc les scopes automatiques vous demandent régulièrement de faire des darks pour améliorer la qualité de vos images. Bon, ça c'est donc la base très théorique de l'astrophoto. Vous comprenez donc que plus vous faites des images, mieux c'est. Plus le temps de pause est long, plus vous captez de lumière, et plus le nombre de vos images est grand, plus vous tendez vers une moyenne propre, et donc plus vous parvenez à vous débarrasser du bruit. Bon, maintenant, revenons-en à nos scopes. Le Seestar fait des pauses de 10 secondes. Les télescopes unistellaires font des pauses de 4 secondes. En termes de quantité de lumière, les différences optiques font que ça se vaut à peu près d'un télescope à l'autre. Par contre, en une minute, les scopes unistellaires font 15 pauses, là où le Seestar en fait 6, soit moins de la moitié. En outre, avec des pauses de 10 secondes, vous avez plus de chances qu'un coup de vent ou une vibration provoque un flou de bouger. Si les scopes détectent une image ratée, ils l'excluent automatiquement de leur traitement. Or, sur une minute d'observation, les scopes unistellaires ratent éventuellement une ou deux images. Au bout d'une minute, on a donc facilement plus de 50 secondes d'images empilées. Le Seestar à côté, il en rate pas mal. Et je constate à l'usage que pour faire un empilement de 5 minutes, faut bien 10 minutes d'observation. Donc pendant mes tests, j'avais aucun mal à faire des pauses de 10 ou 15 minutes sur un objet avec les scopes unistellaires, mais le Seestar était toujours à la traîne. Quand j'avais enfin fait 10 minutes de pause sur un objet, les unistellaires, ils avaient déjà eu le temps d'en finir un deuxième. J'avais déjà fait cette constatation lors de mon test du Seestar, mais ça m'a paru vraiment flagrant avec les 3 scopes de front. Ils pointent tous les 3 les objets aussi rapidement, à peu de choses près. Par contre, à temps d'empilement égal, vous observerez 2 fois plus de choses avec un unistellar. Et donc, j'étais limité lors de mon test par le Seestar parce que je voulais les mêmes temps d'empilement sur les 3 scopes pour comparer. Parce que sinon, voici ce que j'ai fait en un peu plus d'une demi-heure d'observation avec l'Iviscope. Un empilement d'à peu près une demi-heure de pause. Et sur le même laps de temps, le Seestar, lui, a empilé 11 minutes. Là où l'Iviscope a empilé 6 minutes sur la nébuleuse de l'Aigle, le Seestar en a empilé à peu près 2 fois moins. Voici la nébuleuse de l'Alter avec 13 minutes d'empilement avec l'Odyssée, et le même laps de temps avec le Seestar qui en a empilé 6. Bon, mais après tout, l'astronomie c'est aussi une affaire de patience. Donc, sans considérer le fait que le Seestar fait ses images plus lentement, comparons des images avec à peu près les mêmes durées d'empilement. Ouais, à peu près, parce que quand on surveille les 3 scopes, faut bien penser à les arrêter au bon moment, donc ça se joue parfois à 1 ou 2 minutes d'écart. De même, les scopes unistellaires font des images soit rondes avec des infos, soit brutes. On voit certes plus de choses sur les images brutes, mais je vous mets les rondes, comme ça vous avez les temps de pause. Voici 10 minutes de pause sur les chiens de chasse. Voici 5 minutes sur l'amas d'Hercule. Et voici encore 10 minutes sur M101. Alors, on va pas se mentir, tous ces objets mériteraient plus d'empilement, surtout des objets aussi ténus que M101. Mais encore une fois, je slalomais entre les nuages, donc fallait avant tout que je cumule les objets à comparer. Et j'aimerais vous en montrer plus, mais j'ai trop souvent eu à me battre pour avoir les mêmes temps de pause. Si un objet était visible 20 minutes, j'avais presque 20 minutes sur les unistellars et moitié moins sur le Seestar. Mais j'ai aussi pu tester une nouvelle fonction chez Unistellar. Alors, pour ça, j'ai dû faire tourner les scopes sous une version en développement de l'application, et de fait ça marchait pas toujours. Cette fonction devrait arriver de manière stable dans la dernière version de l'appli téléchargeable sur Google Play et l'Apple Store, à peu près au moment où cette vidéo sort. Ils ont appelé ça la Vivid Vision, et c'est un traitement qui consiste à exacerber la saturation et les contrastes des images. Le traitement exact qui est appliqué, je le connais pas, alors j'avais un script Photoshop qui me faisait un traitement à peu près similaire il y a quelques années. En gros, ça réduit les bavures dues à la diffraction sur les étoiles, mais ça sature et étale leurs couleurs pour les faire ressortir. Ça permet de faire une nette différence entre les étoiles bleues, plus jeunes et plus chaudes, et les naines ou les géantes rouges. Sur les nébuleuses, ça donne des résultats aussi assez sympas, en faisant bien ressortir les contrastes entre l'oxygène en cyan et l'hydrogène en rouge. Voici la lagune, imagée par l'Iviscope.
imagé par l'Odyssey, et la même image avec le traitement Vivid Vision. Donc bon, de fait c'est une option. Au bout de 2 minutes d'empilement, une icône colorée apparaît sur votre image et en la touchant, vous pouvez activer ou désactiver ce traitement. Alors déjà, c'est une bonne idée simplement pour des questions de goût, parce que ça plaira pas à tout le monde, et aussi parce que ce traitement ne donne pas les mêmes résultats sur tous les objets. Pour faire ressortir les couleurs des étoiles, ce traitement fait un peu baver les couleurs autour, donc sur de très petites nébuleuses, comme ici M57, les couleurs en bavant changent un peu son aspect. Ici, en revanche, sur le balai de sorcière, le résultat est pas mal. Ici, sur l'amas d'Hercule, le centre de l'amas est saturé de base, quoique avec quelques minutes de pause supplémentaire on l'aurait résolu, mais avec le traitement Vivid Vision, ce traitement est intégré à l'appli et fonctionne donc sur tous les scopes de la gamme. Mais avec ma version en développement de l'appli, j'ai un petit peu galéré à jongler entre les scopes et à faire marcher l'option à chaque fois. Mais par contre, je confirme, ça marche aussi bien sur l'Iviscope que sur l'Odyssey. Bon, maintenant qu'on a dit tout ça, je crois pouvoir dire sans sourciller que les gens qui disent qu'Unistellar c'est de la merde parce que le Seastar fait tout pareil pour 3 fois moins cher, sont soit des trolls, soit ne savent pas de quoi ils causent. Et vous savez quoi? Je suis sûr qu'un paquet ont dit ça parce qu'ils avaient vu mon test du Seastar et ont transformé mon propos qui se voulait nuancer en « Ah le Seastar c'est bien parce que c'est pas cher et le reste c'est de la merde ». Ben non. En fait vous savez quoi? J'ai envie de vous faire une analogie. Si les télescopes étaient des voitures, le Seastar serait une Twingo, les Unistellar seraient des berlines allemandes, le setup manuel le multiplat et le télescope d'astronome professionnel le rover lunaire. Vous savez ce qu'on dit, il faut comparer ce qui est comparable. Mais tout est comparable. La question est juste de savoir sur quoi les choses se rejoignent et sur quoi elles diffèrent. Alors sur les points communs, les 4 ont 4 roues, un volant, un moteur, bref, les 4 sont des voitures. Bon, le LRV c'est la plus incroyable des 4 et jamais aucune des autres n'ira aussi loin, mais il coûte 19 millions de dollars et nous autres gens normaux devrons nous contenter de regarder d'autres plus chanceux s'en servir. Le multiplat, il est génial, il a des performances de ouf, mais si vous en voulez un, va falloir mettre la main au portefeuille, le fabriquer vous-même et il se démarre pas d'un simple tour de clé. En outre, vous avez de l'entretien dessus. Beaucoup d'entretien. Vous pouvez trouver comment faire ça sur internet, mais personne ne le fera à votre place. Le grand public va donc plutôt se rabattre soit sur une Twingo, soit sur une berline allemande. Les deux ont un coffre pour faire les courses, démarrent en appuyant sur un bouton, ont un GPS dans le tableau de bord, et je suis sûr que même les derniers modèles de Twingo ont des assistances à la conduite. Pourtant, vous verrez personne venir commenter un test de berline allemande en disant que c'est vraiment trop pourri et que pour une fraction du prix, sa Twingo fait pareil. Pourquoi ? Parce que tout le monde a parfaitement intégré que la différence de prix se joue sur les finitions et les performances. Entre le Seastar, l'Iviscope et l'Odyssey, c'est pareil. Bien entendu que le prix de l'Odyssey ou de l'Iviscope sont hors budget pour des gens. Tout comme la berline allemande. Mais ça n'est pas suffisant pour réduire leur différence à leur prix. Le marché actuel des télescopes automatiques me fait me dire une chose. Même avec l'effort de SVO pour tirer les prix vers le bas, on ne peut que constater que le prix et les performances des scopes restent nettement corrélés. Le Seastar ouvre certes un marché sur les scopes à petit budget, mais je l'avais déjà dit dans mon test, c'est au prix de grosses concessions sur l'optique. Si même les Chinois n'ont pas réussi à tirer les prix plus bas sur un engin de 50 mm, il me paraît clair que oui, il sortira encore des engins moins chers, mais avec des optiques à 25 ou 30 mm, et on y verra encore moins d'objets, encore moins bien. De la même manière, des scopes plus grands, il y en aura aussi, mais on n'échappera pas à une montée des prix avec la taille. Et donc, là où Unistellar proposait uniquement des scopes de 115 mm, on a maintenant un 80. Pour moi, la question de savoir s'il y a une concurrence entre l'Odyssey et le Seastar ne se pose pas. Pas plus qu'elle ne se pose entre la berline allemande et la Twingo. Ce sont deux produits différents, pour deux budgets différents, et avec des performances différentes. Bon, en revanche, s'il faut choisir entre l'Iviscope et l'Odyssey, la réponse est moins évidente. L'écart de prix entre les modèles, qu'il s'agisse de ceux avec ou sans œilleton, est assez minime. Donc un choix uniquement basé sur le prix me paraît peu pertinent. Tout se joue donc sur leurs différences. Optiquement, l'Odyssey est évidemment un peu en retrait par rapport à l'Iviscope, diamètre oblige. Il se démerde un peu mieux sur le planétaire, mais pour le ciel profond, l'Iviscope garde l'avantage.
Les petits ajouts comme le capuchon aimanté ou les organes de visée sont sympas, mais ne justifient pas un choix, je pense. Pour moi, ce qui fait la différence, c'est la portabilité, le poids et l'encombrement quoi, et l'autofocus. Vous préférez un scope plus grand, plus performant, mais plus lourd avec une mise au point manuelle, Eviscope. Vous préférez le confort de l'autofocus avec un rangement et un transport plus facile au prix de capacité optique un peu moindre, Odyssey. Vous trouvez que mettre 2000 balles dans un gadget comme ça c'est indécent? Bah ressortez les jumelles de papy, mais dites pas aux autres comment ils doivent claquer leur pognon, on vient pas regarder comment vous claquez le vôtre. Vous trouvez que franchement, à ce prix-là, on se fait un setup astrophoto? Oui, mais moi pour le prix de ta voiture, je me paye une moto, sauf que c'est pas la même chose. Vous préférez l'astrophoto au visuel assisté? Vous avez tout autant raison que celui qui préfère le visuel assisté à l'astrophoto. Bon, je pense qu'on a fait le tour de la question. Alors, je rappelle quand même à toute fin utile que si vous êtes intéressé par l'un ou par l'autre, il y a un lien traqué en description par lequel vous pouvez obtenir une réduction de 20% sur ces scopes, le temps de l'offre faite par Unistellar, ce qui est franchement pas négligeable. Et moi, je touche une com sur les ventes. Alors, fin d'année prochaine, les jumelles à réalité augmentée devraient arriver. Là où sur le marché des scopes automatiques, j'ai l'impression qu'on a doucement fait le tour de la question, je trouve ça appréciable de voir que l'équipe R&D de chez Unistellar a trouvé un nouveau concept qui apporte un peu d'air frais. Donc j'attends ces jumelles de pied ferme et je me fendrai d'un test le moment venu. Et en attendant, levez les yeux au ciel, soyez astronogeek, et à la revoyure.